Certains commentateurs se retrouvent à commenter chez eux avec l'ordinateur sur les genoux sans même être à côté de leur consultant. Et les deux gars ne se voient même pas pour échanger, ne serait-ce que se sentir physiquement. Et là, les deux sont à distance, il y en a un qui pourrait être sur la Lune et l'autre sur Mars, ce serait pareil. Bonjour David, tu es connu pour avoir commenté plus de 1000 matchs à la télé, avoir une carrière de plus de 30 ans et avoir travaillé pour beaucoup de rédactions. Tu as eu une actualité récemment, c'est que tu as commenté l'Eurobasket féminin. Comment c'était cette expérience de revenir derrière le micro? C'est toujours un énorme plaisir. C'est juste que la compétition s'est pas terminée comme tout le monde l'aurait souhaité. Ça a été un petit peu triste sur la fin, mais j'étais heureux de pouvoir commenter avec Sarah Michel Bouri que je connaissais juste comme ça. On se croisait, mais on se connaissait pas vraiment. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble et ça s'est plutôt bien passé. C'était sympa. Et comment ça s'est fait justement de revenir C'est TF1 qui vous a appelé? Oui, c'est TF1 qui m'a appelé. C'est Frédéric Calange qui est le directeur de la rédaction des sports qui m'a demandé si ça me brancherait. J'ai dit avec grand plaisir. Voilà. C'était quelque chose de ponctuel parce que il compte d'abord sur Grégoire Margoton pour commenter le basket sur le groupe TF1. Parce que Grégoire a commenté du basket du temps où il était à Canal, il connaît ça et voilà, et c'est le commentateur vedette de la maison. Mais comme il avait beaucoup de choses à faire, ils ont pensé à moi pour prendre son relais sur la compétition des filles. Donc moi j'étais ravi. Donc on sent que tu as toujours la passion du basket. Elle est venue comment justement cette passion? Quand je jouais au basket gamin, j'ai été licencié de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans dans la banlieue de Rouen, à Ménilhénard, qui est une petite ville de banlieue, où d'ailleurs, d'où est issu Théo Malédon, parce on était dans le même club, pas la même époque. Hein. Et voilà, donc moi j'ai toujours joué, je rêvais d'avoir un métier qui me permette de vivre de ma passion du sport. Je me suis orienté sur des études de journalisme, donc j'ai commencé avec des infogénés, tout ça, et après, mais j'avais en tête d'essayer de bifurquer vers le sport, ce que j'ai réussi à faire. Et après, quand on est dans une rédaction de sport, le tout, c'est quand même d'essayer de faire son trou sur des sports qu'on connaît, qu'on maîtrise et tout ça, ce qui était le cas du basket. Et voilà, j'ai eu la chance que ça m'arrive. Et comment tu t'es dit, je veux commenter ce sport derrière le micro? Parce que c'était le sport que je connaissais mieux, mais au début j'ai commenté aussi du foot, du hockey sur glace, parce que moi j'étais à Rouen et le hockey sur glace était très puissant et autant pour Radio France à Rouen que pour France 3 à Rouen où je bossais au tout début de ma carrière, je couvrais le hockey sur glace, donc ça s'est fait naturellement. Et je pense que c'est important d'aller sur des sports qu'on maîtrise, parce que sinon on peut bosser tout ce qu'on veut en préparation, tout ça. Si on n'a pas la culture et si on n'a pas la petite musique du rythme du commentaire, je pense que ça sonnera faux à l'antenne. Donc il vaut mieux être sur des sports qu'on connaît intimement pour pouvoir vraiment donner sa pleine mesure aux commentaires, quoi. Et sur le basket, tu as commencé ta carrière quand c'était un sport encore marginal en France. Comment tu as réussi à faire ta carrière dedans, ton petit bout de chemin? C'est une question d'opportunité. Il faut une part de chance aussi, quoi. Moi, j'ai commencé, je suis arrivé à Eurosport quand Eurosport s'est lancé en langue française. C'était en janvier 92. Mais au départ, j'y suis arrivé pour commenter le hockey sur glace au Jeux d'Albertville. Et puis après, je faisais les championnats du monde de hockey. Et dès qu'il y a eu du basket, moi, je me suis proposé. Et après, on a fusionné avec une chaîne qui s'appelait TV Sport. C'est devenu Eurosport France. Et côté TV Sport, il y avait déjà Bruno Poulain et Georges Eddy. Et Bruno, qui est plus âgé que moi d'une dizaine d'années, était titulaire du poste du commentateur de basket. Mais après, Bruno a pris beaucoup de responsabilités. Et c'est comme ça que moi j'ai fait de plus en plus de matchs, parce que Bruno était de moins en moins disponible, parce qu'il était d'abord rédacteur en chef, après directeur de la rédaction et tout ça, et voilà comment ça s'est fait un peu naturellement. Mais dans ce genre de métier, il y a avoir du talent ne suffit pas. Il y a des gens qui ont un talent fou et qui n'arrivent pas à avoir un poste exposé sur un sport donné ou sur autre chose, parce que c'est comme en NBA.
Il faut être au bon endroit au bon moment. Ben là, c'est un peu la même chose. Et tu as eu d'autres mentors ou d'autres figures qui t'ont inspiré pour ta carrière, pour le début ou la suite? Georges Eddy, pour le coup, beaucoup, parce qu'il me faisait marrer quand moi j'étais lycéen et que je m'amusais à l'imiter au fond de la classe quand j'étais en première ou en terminale, quand on s'ennuyait un peu en classe avec les copains. Et voilà, donc oui, je rêvais de pouvoir commenter à ses côtés. C'est vrai que le premier jour où c'est arrivé, c'était sur un match NBA, sur ce qui était l'équivalent à l'époque de Canal+ Sport, un mercredi matin. Je me suis retrouvé en cabine parce que Eric Bénard, qui commentait avec lui, n'était pas dispo. Pour moi, c'était quelque chose de dingue. Donc oui, Georges Eddy m'a beaucoup inspiré quand j'étais au lycée. Et puis après, les premières finales NBA où on se levait la nuit pour voir Michael Jordan, 91, 92, 93. Moi, c'était les premières années de ma carrière, et donc j'étais à fond là-dedans, quoi. T'as commenté beaucoup de matchs à domicile, Fenerbahçe un peu partout en Europe. Ouais. Et maintenant, il y a moins la possibilité de faire ça. Qu'est-ce que ça change dans ton métier? Pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout, et c'est vrai que c'est un questionnement pour moi, la façon dont le traitement du sport évolue dans les médias. Alors, pas les très grands événements qui, parce que ce sont des très grands événements, seront toujours bien traités, bien produits, bien commentés. Mais tous les autres sports ou toutes les autres compétitions, celles qui n'intéressent pas le plus grand nombre, eh bien, comme ça coûte cher de produire, eh bien, les chaînes, et comme en plus il y a de plus en plus de chaînes qui se tapent toute la bourre et qui sont pas toutes très rentables, eh ben on finit par assister un peu à une ubérisation de la production du sport à la télé. Et pour prendre les différentes étapes, moi je me souviens au début, je commentais tous les matchs des clubs français partout en Europe sur place avec Jacques Monclar ou avec Georges Eddy. Ensuite, il n'y avait plus de commentaires sur place à l'étranger parce que ça coûtait trop cher, mais au moins on commentait sur place les matchs en France. C'était bon, ça allait. Et puis après, c'était plus les matchs, même les matchs en France, on les commentait pas sur place. C'était en cabine. Donc ok, même parfois pour des matchs qui, là actuellement, ça arrive. Il peut y avoir des matchs, par exemple de l'équipe de France. C'est l'équipe de France quand même, c'est l'équipe nationale. Elle peut jouer à Bercy. Elle va jouer prochainement à Rouen. Les matchs ne sont pas commentés sur place. C'est 1 heure de route ou 5 arrêts de métro, quoi. Et c'est commenté en cabine. Pour mettre en valeur un programme, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Et alors, il y a encore pire que ça, parce que maintenant, ça arrive aussi que certains commentateurs se retrouvent à commenter chez eux, avec l'ordinateur sur les genoux, sans même être à côté de leur consultant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le journaliste chez lui dans son salon, le consultant chez lui dans son salon, et les deux gars ne se voient même pas pour échanger, ne serait-ce que se sentir physiquement. Et puis, tout ce qui sera la complicité, elle vient aussi du fait que les gars sont côte à côte. Quand est-ce que je parle, quand est-ce que je réagis, etc. Là, les deux sont à distance. Il y en a un qui pourrait être sur la Lune et l'autre sur Mars, ce serait pareil. Et je suis pas sûr qu'avec ce type de traitement-là, pour le basket en tout cas, on arrive à mettre ce sport en valeur. Et pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison objective pour lesquelles on réussirait à attirer des téléspectateurs qui seraient attirés par la beauté de ce sport, le suspense, etc., le côté spectacle, les athlètes incroyables, parce que c'est pas très très bien traité. Alors ce sera bien traité une fois tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, où les gens vont dire « Ah, c'est incroyable, en plus la France va en finale, etc. » Mais si derrière le suivi des compétitions européennes, ou de notre championnat de France, la qualité est vraiment de ça, eh ben j'ai peur qu'on n'en sorte jamais. Et pour moi, c'est un sujet, et c'est vrai que c'est un peu triste, ouais. Et toi, quand tu dois commenter en cabine, tu ressens qu'il y a moins d'émotion? C'est plus difficile de commenter en cabine. Après, on fait le maximum. Mais à partir du moment où j'ai mon consultant avec moi, je pense que on doit être capable de fournir un produit décent aux téléspectateurs. Quand on commence à être chez soi, tout seul, avec une liaison un peu aléatoire, une qualité même de son un peu aléatoire, avec le consultant qui n'est pas là, je pense qu'on est vraiment clairement en deçà de la ligne de flottaison.
Alors oui, c'est plus dur de commenter en cabine parce qu'on est moins immergé dedans, parce qu'on voit moins de choses également, parce que finalement on voit la même chose que ce que voient les téléspectateurs quand on est en cabine. Mais au moins d'être en cabine avec des qualités de son professionnel, broadcast, avec le consultant à côté, je peux comprendre que des raisons économiques nous empêchent de faire l'aller-retour en 24 heures pour aller à Tel Aviv quand ils vont rejouer à Tel Aviv le mois prochain, ou à Belgrade, à Athènes ou à Istanbul, parce que c'est vrai que ça représente un certain budget. Donc de commenter en cabine, ça va. Mais là, le problème, c'est que plus on va aller, plus ce sera compliqué d'avoir des commentaires de qualité. Hormis ces gros changements, est-ce que tu notes d'autres évolutions dans ton métier? Non, pour moi, c'est celui-là le plus gros changement. Après, c'est des changements à la marge où on sent que qu'il y a une volonté d'essayer de faire jeune, donc on va s'appuyer sur des influenceurs, voilà, etc. En se disant lui il a une grosse communauté donc il va faire venir du monde. C'est des conneries. Enfin, déjà parce que les gens qui regardent la télé, le sport en direct à la télé, ce sont des gens, il y a quand même beaucoup de boomers, quoi. Et même les jeunes, ils vont avoir le sentiment de participer à quelque chose d'important s'ils regardent un programme en direct à la télé. Le sport, c'est le dernier produit qu'on va plus regarder en direct qu'en replay. Toutes les autres émissions, maintenant, c'est de plus en plus consommé en replay. C'est le dernier truc en direct. Et de changer tous les codes à tout prix pour espérer plaire au plus grand nombre et notamment à la jeunesse, etc. Donc, on va plus mettre de chemise et de veste, on va mettre un t-shirt ou un hoodies, machin, pour faire jeune. On va se tutoyer à l'antenne, etc. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on va attirer plus de monde. Pour moi, commençons déjà par travailler sur la production, mettons des moyens de production propres, des commentateurs qui savent de quoi ils parlent, et commençons par ça et après le reste suivra. Et tu avais commenté sur DAZN la Betclic Elite en 2024. Tu l'as quitté pour quelle raison? Je l'ai quitté parce que on s'était mis d'accord pour que je fasse un match chaque journée de championnat tous les week-ends sur place. Donc moi j'étais enchanté avec Stéphane Brun. Et puis au bout d'un mois, en fait c'est un problème plus un problème de personne, un problème de management, plus que la chaîne DAZN elle-même. Mais voilà, moi mon interlocuteur au bout d'un mois m'a dit écoute, j'ai regardé, en fait, quand tu commentes, il n'y a pas plus de monde qui regarde, donc tu feras plus un match par semaine. Mais j'ai dit, mais pourtant, on s'était calé là-dessus, vous avez communiqué là-dessus, c'était un match par semaine, donc on peut pas changer au bout d'un mois, quoi. Et il dit, écoute, si t'es pas content, c'est pareil. J'ai dit, ok, d'accord, je peux pas travailler dans ces conditions-là. Au vu de ta stature de grand commentateur de basket français, est-ce que tu ex-commentateur, excuse-moi, est-ce que tu ressens pas une forme de responsabilité vis-à-vis de ça? J'ai toujours voulu rester à ma place. C'est-à-dire un passionné qui a l'incroyable chance de pouvoir faire partager sa passion aux gens qui l'écoutent. Et c'est pour ça que moi, que j'ai commenté des matchs sur Canal quand parfois l'équipe de France jouait en demi-finale de la Championnat d'Europe, où là c'était sur Canal+ Premium, il y avait un peu plus de monde, il pouvait y avoir, je sais pas, 1,5 million de personnes ou quoi, ce qui était assez rare pour moi, ou de commenter j'imagine que ça a dû m'arriver dans ma vie, de commenter pour 2500 personnes, ça n'a jamais été un sujet. Pour moi, j'étais juste alors de moins en moins un gamin, mais au début un gamin heureux de pouvoir commenter des matchs et de faire partager sa passion, et jamais je ne me suis senti investi d'aucune mission ou de représentativité ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai juste été heureux de pouvoir commenter des matchs. Là, après, si tu me demandes mon avis maintenant, a posteriori, alors que je suis plus dedans sur l'évolution et tout ça, ça m'empêche pas d'avoir un avis et sur le fait que ça m'attriste un petit peu et que je pense que certaines chaînes ne font pas forcément des choix stratégiques. J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, on achète quelque chose. Notre rôle, c'est de le mettre en valeur. Soit on dit, OK, on y va, ça vaut le coup, on met en valeur. Soit non, ça ne nous intéresse pas et on ne le prend pas. Mais on ne prend pas quelque chose pour faire quelque chose qui est pas top parce qu'au final, tout le monde est perdant.
Voilà, c'est juste, si on me demande mon avis, je le donne, mais je suis, je représente rien du tout. Est-ce qu'il y a un moment, un match que tu as commenté, un commentaire en particulier qui reste gravé dans ta mémoire? Moi, j'en ai un personnellement qui me vient en tête là. Ah, le Thomas Hurtel, donne-moi ton short. Voilà. Thomas Hurtel. Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh, Thomas Hurtel, donne-moi ton short. Beaucoup de gens m'en parlent encore. C'est l'un des matchs qui m'a marqué, déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en reparlent après coup. C'est quelque chose qui m'a un peu dépassé. Sur l'émotion, en négatif, celui dont je me souviendrai toute ma vie, c'est pas un bon souvenir, c'est quand on se fait gréquifier par la Grèce en demi-finale en 2005. Zisis penetrates in the lane, back out to Diamantidis for three. He has it! Diamantidis hits the three. France still have time. Rigaud, desperation, he walks. Greece have stolen the semi-final from... Avec ce scénario dingue, voilà, ce final où je crois que j'ai dû rester j'avais les larmes aux yeux à la fin, ce qui était la seule fois où ça m'est arrivé en commentaire. Et je suis resté abasourdi pendant une demi-heure après, prostré après le match. Donc c'est un saut fort, mais avec une émotion négative. Et en émotion positive, c'est vrai que tout est lié à l'équipe de France, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est plus grand que tout. C'est quelque chose qui m'a toujours porté, l'équipe nationale, qui a toujours, ça a toujours eu du sens pour moi. Et c'est même pas tant la finale contre la Lituanie où ils sont champions d'Europe, même si à la fin il y a une émotion de pouvoir dire on est champion d'Europe, parce que le match, parce que les Français le prennent tout de suite et on sent qu'il n'y a pas de match, donc il n'y a pas ce final à suspense, etc. Ce serait plus la demi-finale quand ils battent l'Espagne après avoir été menés à la mi-temps, où ils reviennent en deuxième mi-temps, le retournement de situation est incroyable, donc c'est plus ce match-là. Et effectivement, le France-Espagne de la Coupe du Monde 2014, parce qu'on s'en souvient pas forcément, mais l'équipe de France, elle est primée de Tony Parker et de Nando De Colo, qui a des jeunes joueurs, alors de talent, mais ils sont encore très jeunes à l'époque, les Rudy Gobert, Evan Fournier, tout ça, sans aucune expérience, et que l'équipe d'Espagne, elle est juste programmée pour être championne du monde, ou à minima en finale contre les États-Unis, quoi, parce que c'est l'équipe d'Espagne qui avait jamais été aussi forte, qui jouait chez elle à domicile, qui avait collé 25 points à tous ses adversaires en phase de poule, et normalement il y avait pas de match, quoi. Et avec ces données-là et le scénario en plus où la France s'impose en Espagne, c'est vrai que c'est l'un des souvenirs les plus mémorables. Et au niveau de ton commentaire, comment tu fais pour être jamais trop dans l'excès, ou par exemple ne pas avoir de blanc? Pas avoir de blanc, quand on est passionné. Quelque chose que tu travailles? Ah non, pas du tout. Pas avoir de blanc, c'est quelque chose auquel je ne pense pas. Et je pense qu'il doit y en avoir, mais c'est que on n'est pas à la radio, nous, on est à la télé. Donc je pourrais, il y a des fois, ça m'est arrivé parce que je cherchais une info, de checker mon téléphone ou mon ordi, je devais ne pas parler pendant 30 secondes. De fait, il y avait un blanc. Mais les gens s'en rendent pas compte parce qu'on est quand même pris par le... Oui, il y a l'action. Voilà, par l'action, quoi. Donc, et puis après, moi j'ai toujours dit que ce qui était important dans le commentaire, en premier, c'est la sincérité. C'est-à-dire, moi, je commande comme je suis, donc c'est vrai que ma nature fait que je suis passionné, j'ai tendance à être un peu un ultra sensible, voilà, je suis un peu une éponge émotionnelle, je suis structuré comme ça, en tant qu'être humain, et donc c'est comme ça que je suis à la télé. Et je trouve que quand on écoute certains commentaires, même sans être un expert, on sent les personnes qui jouent et les personnes qui vivent. Il y a des personnes qui sont pas structurées comme moi, qui vont très bien faire vivre les matchs parce qu'on va ressortir leur personnalité à travers le commentaire. Georges Eddy, il est au commentaire comme il est dans la vie. Jacques Monclar, il est au commentaire comme il est dans la vie. Et nous aussi, et plein d'autres journalistes, commentateurs aussi. Ce qui fait la différence, c'est la sincérité. C'est la sincérité, c'est d'être vrai parce que les gens le ressentent. Et quand un commentateur va, parce que son patron de chaîne va lui dire hey, vas-y, faut que t'envoies là, faut que tu dises que c'est formidable, que machin, et que c'est too much, et que ça devient venez voir mon poisson, comme il est bon mon poisson, machin, etc.
les gens le ressentent et ça fait fake et moi je veux pas entendre ça quoi, parce que la beauté du truc c'est que ce soit vrai quoi, sincère, la sincérité. Et comment tu prépares un match en amont? Comme tout le monde, on a la chance maintenant d'avoir Internet. Au moment où je commençais, au début des années 90, il n'y avait pas Internet, donc c'était sacrément plus compliqué. Là, maintenant, commenter l'Euroleague, on va sur le site de l'Euroleague, il y a les bios, les records, les machins de tous les joueurs, il y a tous les anciens résultats de tout le monde, machin. Il suffit juste de prendre le temps, de se poser, d'aller sur l'ordi et de tout mettre sur ses fiches. Donc c'est d'ailleurs, je pense, le schéma classique pour tous les commentateurs. Tu fais des fiches joueur par joueur, équipe par équipe ou équipe par équipe, ouais. Je fais des fiches équipe par équipe qui souvent me durent la saison sur une compétition. Par exemple, pour prendre un championnat de France ou l'Euroleague. Et quand il y a un joueur qui est changé, eh ben je mets un autocollant blanc et je change le nom ou quoi que ce soit. Et les bios, je les ai à l'année. Et j'ai 2 cases où je n'écris que au crayon à papier. Et c'est tout ce qui est réactualisé, les stats du moment, etc. quoi. Ouais. À la fin de la saison, tu dois connaître par cœur tous les effectifs, tous les joueurs. Ou même avant la fin de la saison, ouais. Oui. Ouais. Et même souvent, je peux commenter sans jamais regarder mes fiches. Parce que j'ai pas besoin de reconnaître les joueurs. Je parle même pas des joueurs de nos clubs à nous, mais même les clubs étrangers. On n'est pas au rugby. Au rugby, ils ont 15 joueurs, puis en plus, ils en ont encore le double sur le banc ou en tribune. Donc, c'est plus compliqué. Nous, ça va très très vite d'identifier les joueurs et tout ça. Et tant que j'ai des choses à raconter, parfois, je me laisse porter. Et si j'ai une idée qui me vient, c'est seulement là que je vais aller regarder mes fiches, un peu comme en soutien, en support, quoi. Voilà. Et après, il y a aussi souvent un tableau de stats sur lequel on va chercher une validation sur un sentiment, sur de la maladresse, une domination au rebond. Hop, on va sur le tableau des stats et on donne le chiffre en temps réel, quoi. Et tu as formé un duo de commentateurs avec Georges Eddy, Jacques Monclar. Ouais. Comment on forme un peu une alchimie entre consultants et commentateurs? Sur la durée, faut une forme d'intelligence de la part de chacun par rapport à son rôle. Moi, je me suis toujours vu comme étant celui qui était chargé de mettre en valeur le consultant. Et pour moi, le premier rôle du journaliste, c'est ça. Et si j'ai réussi sur la durée, c'est peut-être parce que j'avais cette philosophie-là. Et finalement, une partie de la lumière qui sont sur les consultants stars rejaillit forcément sur le journaliste qui est à côté, même s'il est moins connu, même s'il est moins exposé, peu importe. Donc moi déjà, j'avais pas de sujet d'ego par rapport à ça. Je savais très bien, surtout quand j'ai commenté au début, que la star c'était Georges et que moi, j'étais déjà heureux d'être là et qu'il fallait que je le mette au maximum en lumière. Et puis après, c'est aussi des petits détails. Quand Georges, sa façon de commenter, c'est beaucoup sur on le sait, hein, c'est ce qui a fait sa marque de fabrique, c'est copyright, c'est les badaboum et tout ça. Et comme moi, je veux pas tricher quand je commente et que je suis beaucoup dans l'émotion, s'il y a une très belle action, si lui il fait badaboum et que moi en même temps je fais oh là 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 là, ça devient ça devient inaudible pour les gens. Donc après il y a une forme d'intelligence de chacun à avoir et avec Georges, et Georges aussi a été très cool parce qu'il aurait pu dire attends, c'est moi le patron, tais-toi, quand il y a des trucs c'est moi qui croque et tout ça. Et on a trouvé un équilibre très rapidement où celui qui est en train de parler, il continue, et si c'est Georges il continue sur sa lancée, si c'est moi je continue, et après je me tais suffisamment tôt pour que lui puisse enchaîner, etc. C'est vraiment une question d'équilibre, mais ça tient à l'intelligence des deux personnes ensemble et à la volonté d'être ensemble, parce qu'on sait qu'on sera jamais meilleur tout seul. C'est que à deux qu'on peut être bon. Donc quand les deux comprennent ça, et chacun laisse la place à l'autre et tout ça, etc. quoi. Et puis après, le dernier point, je pense qu'on ne peut être, bon. Non, à niveau égal. Ceux qui ont une vraie complicité hors antenne, pareil, ça se ressent, on revient à la sincérité du propos. Ceux qui ont une vraie complicité, elle va quand même quelque part transparaître à l'antenne. Moi, quand j'étais très complice avec Jacques hors antenne, les gens sentaient qu'on était heureux d'être ensemble, et donc les gens étaient heureux d'être avec nous, finalement, quelque part. Et j'ai du mal à imaginer que deux mecs qui peuvent pas se voir, qui puissent se dire un quart d'heure avant de rentrer à l'antenne, lui c'est vraiment un connard, et d'être bon à l'antenne. Ils feront le job
à mon avis, si c'est les grands pros, ils feront le job, ils diront machin, mais il n'y aura pas, s'ils sont très bons tous les deux, le match il sera commenté, mais il n'y aura pas ce que j'appelle le supplément d'âme. Et on disait que tu avais eu plusieurs duos qui ont dû déjà se détruire, se reformer. Est-ce que c'est dur de reformer une alchimie à chaque fois? Non, du tout, parce que moi j'ai commenté un peu avec Georges, puis après avec Jacques, à nouveau Jacques après est parti à BIM, j'ai recommenté avec Georges, et puis même parfois avec les deux, je passais de l'un à l'autre. Enfin, c'est d'une telle... c'est naturel. Voilà. Après, avec Stephen Brun, pareil. Voilà. Là où ça demande un vrai boulot, c'est quand... parce que pour le coup, il y a eu tellement de matchs à l'époque de Canal, Sport Plus et tout ça, que j'ai testé beaucoup de joueurs, notamment beaucoup de joueurs de la génération Victorton Olympique à Sydney. Et donc, un joueur qui n'a pas l'habitude du tout du micro, bah, il faut quand même prendre du temps, de lui expliquer ce qu'on attend de lui. Parfois, peut-être faire un match à blanc. Si on n'a pas le temps que directement il est à l'antenne, bah, dès la mi-temps, essayer d'un peu de recadrer, tout ça. Puis c'est rarement dès le premier match que le gars, il est super compétent, sauf ceux qui sont nés pour ça. Stephen Brun, il est né pour ça. Les tout premiers matchs, il était encore joueur, il jouait à Nanterre et il commentait des matchs le soir en cabine. Il avait tout de suite tout compris, quoi. Mais pour d'autres, c'est pas quelque chose d'évident, donc ça demande un peu de boulot. Mais pour ceux qui ont l'habitude, enfin, ça se fait naturellement, quoi. Tu en as déjà eu un avec qui ça s'était plutôt mal passé? Mal passé, non. Mais certains qui, d'ailleurs, souvent, dès la fin du match, disaient... wow, ils avaient souffert, quasiment physiquement. Et à la fin, ils disaient, waouh, vivement, heureusement que c'est fini. Et qui se disaient, bon, c'est pas pour moi. Ah oui, carrément. Sans que moi, j'ai à leur dire. Sans que moi, j'ai à leur dire, bon, il y a du chemin, ou bon, il va y avoir un peu de boulot. Ou, voilà, et je savais que pour ces gens-là, même s'ils bossaient beaucoup, même si on faisait le maximum ensemble pour développer quelque chose qui tienne la route, ils n'avaient pas ça en eux. De par leur personnalité, si tu as une personnalité introvertie, c'est compliqué d'avoir une personnalité on en revient toujours à la sincérité, une personnalité tu peux pas te forcer, quoi. Si dans la vie, tu parles tout doucement comme ça et que tu oses à peine parler, tu vas pas tout d'un coup à l'antenne faire badaboum comme Georges dit, quoi. Donc, et parfois, j'ai fait des matchs avec des gens qui disaient, ok, j'ai galéré. Alors, quand on galère, genre, on prend pas de plaisir, faut prendre du plaisir. Et qui disaient, bon, je vois que c'est pas pour moi, quoi. Oui, c'est arrivé ponctuellement, oui. Mais au moins, de le tenter, il y a des fois, je me dis, bon, je suis pas sûr. Parfois, on a aussi des bonnes surprises, on dit, ouais, je suis pas sûr, puis finalement, c'est pas mal. On a le basket français en ce moment qui est plutôt intéressant. On a 2 finales d'Euroleague avec la Roca Team. On a les Bleus qui sont plutôt intéressants en ce moment. Est-ce que tu penses que la Betclic Elite ou les Bleus sont dans la bonne direction? Il y a une médiatisation qui est terrible. Il y a eu des mauvais choix. Le rugby, ça fait, je sais pas combien de temps, ça fait 25 ans qu'ils sont à Canal. Voilà, ça aurait été bien que le basket et que ceux qui décident à l'époque, une fois qu'ils ont trouvé une chaîne qui les considère, qui reste avec eux, plutôt que de dire ouais, on va prendre 1000 € de plus en changeant de chaîne. Non, c'est pas l'argent le sujet. Le sujet, c'est l'exposition. Et donc là, ça n'a pas arrêté de changer. Voilà, il y a eu Squint, le dernier arrivé, qui a mis des moyens incroyables et on s'est régalé. On a fait des studios sur place, tout ça, etc. Et en plus, il y avait des résultats. Et puis après, tout s'est cassé la figure. Et maintenant, il n'y a même plus de consultants sur les matchs. Et c'est un journaliste tout seul avec l'ordi sur les genoux. Même à NBA, Beansport, ils ont du mal à récupérer les droits. C'est un peu fragmenté aussi, les matchs. Oui. Alors maintenant, il y a Amazon qui est arrivé et tout ça. C'est une unique bonne nouvelle dans ce paysage un peu triste. C'est de savoir, et c'était quasiment un miracle, parce que c'est quasiment quelque chose auquel on ne croyait plus, on n'espérait plus, c'est de voir que tout d'un coup, j'ai appris ça, le groupe TF1 rachète les équipes de France, championnat d'Europe, championnat du monde, garçons, filles. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font à TF1. Ils se disaient, Wembanyama, on a vu, s'il commence à dominer le monde avec l'équipe de France, faut qu'on y aille. Et ils ont raison. Bon, malheureusement, le championnat d'Europe, là, il était blessé. Faut prier pour qu'à la Coupe du Monde, Victor Wembanyama soit là. Et ça peut faire des cartons d'audience monumentaux à partir des matchs couperés, le temps que la mayonnaise, elle monte et tout ça. Donc, c'est plus comme malin. Et de savoir que l'équipe de France, soit masculine, soit féminine, est accessible au plus grand nombre grâce au groupe TF1, c'est, voilà au moins
une bonne nouvelle pour essayer de garder espoir pour que le basket soit médiatisé à la télé à la hauteur de ce que ce sport mériterait. Tu as pu voir et commenter l'explosion de plusieurs générations de basketteurs français. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette évolution du jeu et justement des basketteurs français? C'est quand même le côté athlétique. Alors, Victor Wembanyama étant le summum, parce que tout le monde se demande en le voyant jouer de quelle planète il vient. Enfin, on a l'impression d'être devant un dessin animé, quoi. Quand tout d'un coup, il est au-dessus de tout le monde et qu'il tend le bras comme ça, c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus. Mais même avant ça, la plus grosse différence, mais c'est aussi un peu le lot de tous les sports. Moi, je me souviens, c'est très simple. Alors, moi, on va dire maintenant que je suis un boomer, mais pour prendre mes références qui moi me fait rêver gamin, c'était Yannick Noah à Roland-Garros en 83. Si vous mettez des images de la finale de Yannick Noah à Roland-Garros en 83, on se trompe évidemment, mais on a quasiment l'impression qu'on pourrait jouer en face de lui. Alors que quand on voit les images de Jannik Sinner et les patates qu'il met, tout ça, on se dit, mais ça va à une vitesse, c'est complètement barjot. C'est plus du tout la même chose. Le Coupe du Monde de foot, moi, c'était Platini et Giresse à la Coupe du Monde 82. Quand on voit là maintenant des matchs de Ligue des Champions, on a l'impression que ça va 100 fois plus vite. Pour le basket, c'est pareil, mais encore plus athlétique. Et on sait de fait que l'évolution fait que certains qui avaient leur place avant n'ont plus leur place maintenant. Et je peux en parler parce que ce sont des gars de ma génération, des joueurs qui sont devenus même des amis proches, qui sont en gros des meneurs qui font ma taille d'1m80 sans aucune qualité athlétique, mais qui, sur leur vision du jeu, qui n'était pas non plus spécialement rapide, mais qui avait un petit shoot, etc., pouvaient exister, et qui là, eux-mêmes le disent en rigolant, ils disent mais jamais, heureusement que j'ai joué à mon époque, parce que je ne pourrais jamais jouer maintenant, quoi. Ça va trop vite, ça va trop haut, tout est trop, quoi. Donc oui, moi, l'évolution, c'est vraiment le côté athlétique, quoi. Il y a que j'ai l'impression de voir parfois un film Marvel, quoi. Voilà, pour certains, avec des super-héros. Encore plus en NBA, puisque c'est là qu'il y a les plus grands athlètes et tout ça, mais même en Euroleague. Et justement, NBA, il y a le projet NBA Europe qui va bientôt se lancer. Est-ce que toi, tu serais partant pour commenter cette NBA Europe? Moi, je suis tellement amoureux du basket que si jamais il y a un projet un jour, pourquoi pas, mais la question se pose pas. La question se pose pas. Attendons déjà de voir ce que va faire la NBA, avec l'interrogation que tout le monde a, c'est-à-dire d'un côté l'excitation par rapport à la machine de guerre en termes de com, de marketing, toute l'image qui est liée, et quelque chose auquel les Européens amateurs de basket sont attachés, le côté culturel. Et on sait que la culture n'est pas la même qu'on soit à Belgrade ou à Londres, puisqu'ils veulent mettre un club à Londres, par exemple, ce genre de choses. Est-ce qu'il y aura toujours une âme, ou est-ce que ce sera juste un show? Parce que c'est dans l'esprit, c'est pas tout à fait le même basket. Mais après, voilà, la puissance de la NBA, des franchises, des marques fortes, incarnées, etc. Les plus, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais j'espère aussi qu'on puisse sentir qu'on est quand même, et c'est là la ligne de crête, à mon avis, qu'on puisse sentir qu'on est quand même ou à Athènes, ou à Istanbul, ou à Belgrade, ou en Espagne, par exemple, avec le savoir-faire de l'NBA. Et je pense que le point d'interrogation majeur sur ce que ça va être, ça va être autour de ça, quoi. De réussir à réunir les amateurs de basket pur et dur d'Euroleague et ceux qui aiment le spectacle pour finalement satisfaire tout le monde, quoi. Et justement, tu as pu commenter la NBA et les compétitions internationales. Qu'est-ce qui change dans le jeu et dans ta manière de commenter? J'ai pas beaucoup commenté de NBA, j'en commentais quand on en avait sur Sport+. On avait le dimanche à 19h, donc parfois pour remplacer les commentateurs qui officiaient, je faisais un match une fois de temps en temps. La façon de commenter, ça reste la même, ça reste de décrire ce qui se passe, de
d'être touché par une action spectaculaire et de savoir la faire vivre, etc. Donc, il y a pas beaucoup de... Moi, que si je commente un match de NBA ou un match européen, je vais pas te dire, faut que je change, que je sois plus comme ci ou comme ça, quoi. Je vais faire, d'abord parce qu'on va faire en fonction de ce qui nous est proposé, quoi. Et il peut y avoir en Europe des matchs insupportablement chiants, avec un tout petit score et beaucoup de déchets. Il peut y avoir en NBA un match où on voit bien que les mecs ils s'en foutent un petit peu, comme il peut y avoir un match de NBA qui est complètement dingo, et même chose en Europe. Donc pour ça qu'il faut pas toujours opposer la NBA et l'Europe. Et en tout cas pour le commentaire, je pense pas que Rémi Reverchon par exemple sur beIN Sport ou moi avant. On commente vraiment différemment. Non, on aime le basket, on commente et voilà, et on essaye de partager notre passion, quoi. Est-ce que ça t'arrive justement de regarder des commentateurs étrangers? Ou pas du tout? Jamais. Jamais? Ouais, jamais. Enfin, c'est marrant, je me suis jamais posé la question. Et j'ai dû en entendre aux États-Unis quand j'étais aux États-Unis. Voilà, mais pas avec une oreille pour disséquer la façon de faire, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai entendu parfois quand à l'époque de la FIBA, je crois que j'étais à Eurosport, on recevait des programmes où il y avait différents commentaires et tout ça, et on entend qu'il y a une différence culturelle, la façon de commenter. Dans certains pays, quand je les entends, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais enfin j'entends que c'est un encéphalogramme plat, et je me dis waouh, est-ce qu'ils s'emmerdent? Est-ce que c'est ce que les gens attendent? Est-ce que voilà, et dans certains pays où c'est plus rythmé, où les commentateurs sont plus présents, plus chantants, etc. Donc je pense qu'il doit y avoir finalement une forme la façon de commenter doit être liée aussi un peu à la culture du pays, d'une nation ou d'un peuple, quoi. Et t'as aussi une autre casquette, celle d'auto-entrepreneur. Est-ce que c'est un peu la continuité de ta carrière de commentateur ou ça n'a strictement rien à voir? Alors ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai été chef d'entreprise à la tête de l'hôtel-restaurant que j'avais acheté, ou ici où je suis à la tête d'une, je sais pas, 80 personnes à peu près. Mais le seul truc, si on peut mettre un peu en relation, et je pensais à ça quand j'avais mon hôtel-restaurant au bord de l'eau, qui était vraiment un très bel endroit. Et je faisais cette analogie quand j'en parlais. Je me disais que le point commun, c'est que les gens qui vont regarder un match de basket, ils vont pas regarder un match de basket pour moi. Ils vont regarder un match de basket parce que ce sont deux équipes qui les intéressent ou une compétition qui les intéresse. Et moi, mon rôle, c'est de leur rendre ce moment le plus sympa possible. Et ben, quand j'avais mon hôtel au bord de l'eau, ils venaient pas pour moi, c'est peut-être quelques-uns de amateurs de basket, mais dans l'ensemble, ils venaient pas pour moi, ils venaient parce que le spot était vraiment magnifique. Et mon rôle en tant que patron, c'était de leur rendre le moment le plus sympa possible. Donc de les accompagner, de les accueillir, dire bonjour, est-ce que vous êtes bien, etc., etc. Et dans ce sens, il y avait un lien entre les deux métiers de commentateur où on accompagne des gens qui sont avec nous pour leur faire passer un bon moment, que ce soit donc au bord de l'eau ou à vivre un match de basket ensemble. Ouais, donc ça reste que bien lié, les deux activités. Pour ça, oui, de cette façon-là, ça reste finalement, entre guillemets, les deux, un métier de service, quoi. Voilà, d'être là pour le client, si on considère que le téléspectateur, c'est un client, mais quelque part, ça l'est. Et pour finir, est-ce que tu aurais des petits conseils pour des commentateurs en herbe qui voudraient avoir ce métier plus tard? Bonne chance, parce que c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a de moins en moins de moyens, et il faut être sacrément passionné. Il faut donc avoir un petit truc en plus, mais il y a une telle part de chance dedans que voilà, même avec ça, vous n'êtes pas sûr de faire carrière. Après, moi, le nombre d'ados qui sont venus me voir au bord des terrains pour dire je veux faire la même chose, c'est normal. On est payé pour assister à des matchs de basket, des foot, machin, être au premier rang. Soyez vous-même, parce que si jamais vous dites oh là là, ça va pas être facile, il faut que j'arrive à trouver un style et machin. Je pense que déjà tu pars dans la mauvaise direction. Si tu dis j'ai trouvé un style pour me démarquer et tout,
tu finiras influenceur, mais tu finiras pas commentateur sportif, quoi. Et si jamais, en étant toi-même, bah, tu dégages pas quelque chose, c'est que c'est ta nature et ça t'empêchera pas d'être une super personne humainement ou quoi que ce soit. C'est juste que tu es toi-même, quoi. Et ceux qui tiennent sur la durée, même pour prendre les grands animateurs de télévision, en tout cas moi ceux que je connais dont je suis proche, je vois bien qu'ils sont à l'antenne comme ils sont dans la vie, donc c'est naturel. Et on en revient à la sincérité du propos et donc voilà. Donc le travail, oui, la pugnacité pour essayer de trouver une place, etc. Petit à petit de réussir à se créer son chemin, mais en respectant le truc, c'est pas nous, c'est ce qui nous est proposé et nous on l'accompagne. Si on commence à vouloir faire le show, je pense qu'on part dans une mauvaise direction, quoi. Est-ce que tu es au courant du profil que recherchent les rédactions? On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que certaines rédactions se trompent parce qu'ils vont pas prendre quel commentateur est le meilleur. Ils vont prendre quel commentateur a le plus de followers. Ça arrive. Donc pour moi, je pense pas que ce soit, mais après voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec, quoi. Il faut faire avec. Mais c'est pas les plus grands commentateurs. Je prends souvent l'exemple de Grégoire Margoton à TF1. Voilà, c'est pas un influenceur ou quoi, mais il est incontestable sur son poste, sur ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Et il n'a pas besoin de mettre un sweat à l'antenne pour faire jeune, de tutoyer son consultant ou d'être très très actif sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a plein de gens qui le suivent, quoi. Il est lui et il est incontournable. Est-ce qu'il y a un roulement dans les commentateurs, par exemple, on garde les anciens et on fait entrer d'autres jeunes ou je pense pas qu'on garde les anciens parce que sinon je serais toujours en train de commenter. A priori. Donc je pense qu'il y a un turnover qui doit être Est-ce qu'il se fait le turnover? Oui, je pense. Oui, je pense parce qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui moi je vois à Canal qui ont fait leur trou et qui ont grandi. C'est le fil normal de la vie, quoi. Et il y a plein moi je vois sur les différentes chaînes qui ont les droits des jeunes avec qui j'ai travaillé qui ont 25 ans de moins que moi et qui petit à petit font leur trou et qui petit à petit affinent leur patte, leur façon de commenter, qui prennent de l'expérience. Voilà, c'est pas on n'est pas sur des... Je vois parfois aux États-Unis, il y en a qui sont vraiment extrêmement vieux, quoi, qui sont des icônes, tout ça, voilà. Chez nous, pour le coup, c'est... oui, c'est vrai que plus ancien. Oui, il y a pas des gens qui... voilà, mis à part Michel Drucker, mais il n'a pas fait de sport depuis 50 ans. Dans le commentaire sportif, il n'y a pas beaucoup de très vieux commentateurs qui gardent la place à tout prix ou quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on a en tête. Oui, et encore, voilà, pour le coup, là, je pense d'après ce que j'ai entendu, il est plus, je crois que c'est terminé à France Télé ou sur Le Point, je sais pas, mais, et puis c'est pas un commentateur, c'est plus oui, c'est vrai, bord de terrain. Voilà, c'est un bord de terrain. Mais sur des commentateurs, il y a un renouvellement qui se fait petit à petit et qui est finalement très, très naturel. Le tout, c'est que, ce qui est dommage, c'est que il faudrait pas que ce soit une question d'âge, alors que de garder des très vieux, si le gars il est complètement bouilli, je trouve que ça n'a aucun sens. Si on se dit à partir d'un certain âge, alors que le gars il est encore meilleur que d'autres, de le jarter juste parce que on se dit ah bah non, à partir d'un certain âge, hop, place aux jeunes, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un moment où alors on en vient à dire tiens on apprend lui ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'à un moment on se dit pas ok, sur ce poste-là, c'est qui le meilleur? C'est lui ou elle, dispo, pas dispo, etc. Voilà, c'est tout. Et on ne devrait pas faire en fonction soit de l'âge, soit de n'importe quel autre facteur sur le choix de quelqu'un. C'est est-ce que la personne qui est là est capable de toucher les gens? Est-ce que la personne elle est sincère? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Il n'y a que ça qui devrait compter.